Artefact, le podcast qui fouille le passé, exalte le présent pour écrire le futur. Vous écoutez Fragments, l'émission qui recolle les morceaux qui façonnent l'humanité. Je suis Mara Larraona, archéologue des mondes imaginaires, et aujourd'hui, je vous invite à découvrir le Capharnaüm de l'Aurore Vacquille. Mon bac scientifique en poche, j'ai décidé de m'orienter vers des études en histoire de l'art et archéologie. Mon rêve, c'était de découvrir tous les secrets de l'humanité. À l'époque, je ne savais pas tout à fait où j'allais. J'avais un objectif plus ou moins fixé, devenir archéologue. Puis, en 5 ans, il s'en passe des choses. La vie se remplit de gens, d'aventures, de souvenirs, de doutes, de passions. On fait des choix, on ouvre des portes, on arpente des chemins qui avant nous étaient inconnus. Je ne suis pas devenue archéologue. Du moins, pas dans le sens commun. Pas dans le sens que l'on retrouve en tournant les pages d'un dictionnaire caché dans une bibliothèque remplie de livres. J'ai beaucoup douté lors de mes études. Suis-je à la bonne place au milieu de cet immense amphithéâtre, bondé ? Suis-je à la bonne place dans ces archives qui sentent la poussière ? Suis-je à la bonne place sous le soleil de ce chantier au milieu d'une plaine ? Suis-je à la bonne place face à ce public qui m'écoute parler de vestiges d'aïeux qui, à l'époque, n'avaient pas la même boîte crânienne que mon espèce actuelle ? Suis-je à la bonne place dans ce capharnaüm de savoir ? Les cours d'histoire de l'art avaient tous un goût un peu amer. Je n'aimais pas vraiment la façon dont ils étaient exposés, de manière générique et rigide, comme si un tableau ne pouvait raconter qu'une seule histoire. Tout était mécanique, froid, terne, alors que nous étudions les formes, les couleurs, les textures, les récits de vie des artistes, les époques et tout un tas de détails. Passive, je me contentais de vaguement suivre, tout en dessinant dans un carnet, cours après cours. Puis un jour, cela a changé. J'ai découvert l'Aurore Vacquille. Et c'est certainement le seul cours que j'ai écouté et étudié avec attention. Car enfin, il faisait sens pour moi. Il faisait écho à quelque chose de secret caché dans les caves de mon esprit. L'Aurore Vacquille désigne littéralement en latin la peur du vide. Je n'ai jamais eu le vertige. Sauf en art. Je peux perdre pied devant les architectures monumentales, avoir besoin d'air devant un tableau, de m'asseoir face à un statuaire. L'Aurore Vacquille, c'est la peur du vide, dans l'espace et en soi. Et si l'Aurore Vacquille m'a tant touchée, concept artistique qui explore la tendance à remplir chaque espace disponible avec une profusion d'éléments, c'est parce que j'incarnais cette horreur. Toutes les marges de mes cours étaient remplies de dessins, de schémas, de notes. Mon esprit se déversait sur mes feuilles. J'ai toujours eu le souci du détail, du trop de détails. Je vous invite à ressentir le sentiment esthétique de la saturation et de l'abondance dans l'Aurore Vacquille. Prenez un carnet et un crayon lors de ce chantier, afin de ne manquer aucun détail. L'Aurore Vacquille, littéralement la peur du vide en latin, est un concept artistique qui trouve ses origines dans l'art décoratif antique, remontant à des périodes telles que l'art byzantin, l'art médiéval et l'art islamique. Il désigne la tendance à remplir chaque espace disponible avec une profusion d'éléments, qu'ils soient figuratifs ou abstraits. Dans les arts visuels, cela se traduit souvent par des compositions denses où chaque centimètre carré de la surface est occupé par des motifs, des figures ou des détails ornementaux. Un exemple frappant d'Aurore Vacquille se trouve dans la basilique de Fourvière à Lyon, une basilique néo-byzantine construite à la fin du XIXe siècle. Les murs et les plafonds de cette basilique sont couverts de fresques, de mosaïques et de sculptures détaillées, créant une profusion visuelle qui remplit chaque recoin de l'édifice. Chaque espace est utilisé pour représenter une scène biblique, des motifs floraux et des symboles religieux témoignant de la volonté de remplir chaque surface disponible avec une abondance d'éléments symboliques. C'est certainement le lieu que je préfère à Lyon, celui où je me trouve le plus en paix avec moi-même. À chaque fois que je m'y rends, j'ai l'impression de toujours découvrir de nouveaux secrets. Cette esthétique se caractérise par un souci obsessionnel du plein, une aversion pour le vide et une volonté compulsive de combler tous les espaces, aussi infimes soient-ils. Ainsi, l'Aurore Vacquille transcende les frontières culturelles et historiques, laissant son empreinte dans différentes périodes artistiques et géographiques, à travers les âges et le monde. Les origines de l'Aurore Vacquille remontent à des périodes anciennes, marquées par des sociétés où l'art revêtait une importance fondamentale dans l'expression de valeurs culturelles, religieuses et symboliques. L'une de ces périodes est l'art byzantin, qui s'est épanoui entre le IVe et le XVe siècle de notre ère dans l'Empire byzantin, avec Constantinople comme centre artistique majeur. Les mosaïques des églises byzantines, telles que la basilique Sainte-Sophie à Istanbul en Turquie, construite initialement au IVe siècle de notre ère, puis reconstruite au VIe siècle de notre ère sous l'empereur byzantin Justinien, illustre parfaitement l'Aurore Vacquille.
Chaque centimètre carré des murs et des dômes est couvert de motifs géométriques complexes, de scènes bibliques et de figures saintes, créant une profusion visuelle qui témoigne de la richesse spirituelle et culturelle de l'Empire de l'époque. De même, l'art médiéval européen, qui s'est développé entre le 5e et le 15e siècle, présente également des exemples remarquables d'horreur vacui. Les enluminures des manuscrits médiévaux, tels que le livre de Kells, que j'ai pu découvrir de mes propres yeux lors d'un voyage en Irlande, sont des chefs-d'œuvre de détails minutieux, où chaque espace est rempli de motifs floraux, de scènes narratives et de lettrines richement décorées. Ces œuvres étaient souvent commandées par des institutions religieuses et utilisées dans un contexte liturgique, renforçant ainsi le lien entre l'horreur vacui et la représentation du divin. Parallèlement, l'art islamique, qui s'est épanoui à partir du 7e siècle, met également en valeur l'esthétique de l'horreur vacui. Les mosquées et les palais islamiques sont ornés de carreaux de faïence, de stucs et de motifs géométriques complexes, créant une profusion, là aussi visuelle, qui reflète la richesse et la grandeur de la culture islamique. Un exemple emblématique est la grande mosquée cathédrale de Cordoue en Espagne, où chaque recoin est décoré avec une minutie extrême, reflétant l'idéal islamique de beauté et de perfection. Cet édifice monumental est un ancien temple romain qui devint basilique chrétienne du 4e au 8e siècle, du temps de la monarchie wisigothique. Puis une mosquée du 8e siècle jusqu'au 29 juin 1236, date à laquelle elle a été consacrée comme cathédrale, dans laquelle fut érigée plus tard, au début du XVIe siècle, une chapelle dite majeure. Ce bâtiment est un monument majeur de l'art des Omeyyades de Cordoue, dans son expression la plus accomplie, et le témoin de la présence musulmane en Espagne du 8e au XIIIe siècle, précédée par une première et monumentale basilique chrétienne wisigothique, puis suivie depuis le XIIIe siècle par l'actuelle cathédrale catholique. Même dans l'histoire de son architecture, la mosquée cathédrale est complexe et riche d'histoire. En outre, l'horreur vacui trouve ses racines dans la philosophie antique, où le vide était souvent associé au chaos et au néant. Dans la pensée platonicienne, par exemple, le vide était considéré comme une imperfection, tandis que la plénitude représentait l'ordre et l'harmonie cosmique. Cette conception a influencé les artistes et les penseurs de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge, renforçant ainsi le désir de remplir tous les espaces pour créer un sentiment de plénitude et de sécurité. Ainsi, les origines de l'horreur vacui sont profondément enracinées dans l'histoire de l'art, de la culture et de la philosophie, témoignant de son importance dans la compréhension de l'esthétique et de la pensée humaine à travers les âges. L'horreur vacui revêt également des significations symboliques et psychologiques profondes qui reflètent les préoccupations et les dynamiques de l'expérience humaine à travers le temps. Sur le plan symbolique, il peut être interprété comme une métaphore de la condition humaine, marquée par une anxiété existentielle face au vide et à l'incertitude. En comblant chaque espace avec une profusion d'éléments, l'homme cherche à affirmer sa présence dans un monde souvent perçu comme hostile et chaotique. Cette tendance trouve ses racines dans la perception du vide comme un symbole de néant, de non-être, suscitant ainsi une réaction instinctive de rejet et de crainte. Si vous êtes téméraire et curieux, je vous conseille fortement de vous intéresser véritablement aux subtilités de la pensée de Friedrich Nietzsche à ce sujet. Sur le plan psychologique, l'horreur vacui peut également être interprétée comme le reflet d'un désir de contrôle et de maîtrise sur son environnement. En saturant l'espace de manière obsessive, l'individu cherche à apaiser ses peurs et ses angoisses, en créant un sentiment de sécurité et de familiarité. La profusion d'éléments dans l'horreur vacui peut ainsi être perçue comme une tentative de se rassurer face à l'incertitude et à l'impermanence de la vie, en instaurant un ordre artificiel dans un monde souvent perçu comme chaotique et imprévisible. Personnellement, j'ai choisi de percevoir la vie comme une immense hallucination collective, où il nous est possible de la remplir de tout et de rien à notre convenance. Mais nous y reviendrons lors d'un prochain chantier. Ainsi, l'horreur vacui dépasse le simple cadre esthétique pour devenir le miroir des aspirations, des angoisses et des croyances de l'humanité à travers les époques. En explorant les significations symboliques et psychologiques de cette esthétique, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques complexes qui animent la création artistique et la perception esthétique, ainsi que les motivations profondes que sous-tendent notre relation au monde et à nous-mêmes. En fin de compte, l'horreur vacui nous invite à réfléchir sur notre rapport à l'espace, au vide et à la plénitude, offrant une fenêtre sur la condition humaine et notre rapport au divin.
Sans que nous ayons besoin de plus de cadres, parce qu'après tout, qu'est-ce que le cadre lorsque nous plongeons dans les méandres de l'horreur vacui? Laissez-moi vous parler de toutes ces œuvres qui façonnent l'excès. L'esthétique de la saturation, caractérisée par le désir de remplir chaque espace avec une profusion d'éléments, est une tendance qui traverse les époques et les médiums artistiques. Cette esthétique se manifeste de manière remarquable dans diverses formes d'expression artistique, notamment la peinture, la sculpture, la photographie et même l'architecture. Les artistes qui embrassent cette approche cherchent à créer des compositions denses et complexes, où chaque centimètre carré de l'œuvre est exploité pour accueillir une multitude de détails et de motifs. Parlons un peu de méthode. Qu'est-ce qui fait que l'aurore vacui est l'aurore vacui? Dans la peinture, cette esthétique peut se manifester par une profusion de couleurs, de formes et de textures, créant des compositions visuelles riches et dynamiques. Par exemple, les œuvres du mouvement baroque du XVIe au XVIIIe siècle de notre ère, telles que celles de Rubens ou de Caravage, sont souvent caractérisées par une saturation sensorielle, où les figures et les aimants du paysage se mêlent dans une explosion de mouvements et de vie. En sculpture, l'esthétique de la saturation peut se traduire par une accumulation de formes et de motifs sculpturaux sur une même œuvre, créant ainsi une sensation de plénitude et de profusion. Les exemples abondent, notamment dans l'art de l'Antiquité classique avec les frises sculptées et les colonnes type corinthienne, ou dans l'art contemporain avec les installations sculpturales monumentales. En photographie, cette esthétique peut être explorée à travers des compositions complexes où chaque élément de l'image est soigneusement disposé pour créer une profondeur visuelle et narrative. Les photographes jouent souvent avec la profusion d'éléments dans le cadre pour susciter des émotions et des réflexions chez le spectateur. Même dans l'architecture, où nous l'avons déjà vu, l'esthétique de la saturation peut être observée, où les bâtiments sont conçus avec une profusion de détails architecturaux, de sculptures et de décorations, créant ainsi une expérience immersive pour ceux qui les contemplent. Une expérience beaucoup moins explorée de nos jours, tant nos structures s'aseptisent, à mon sens. Cette exploration de l'esthétique de la saturation dans les arts visuels révèle la diversité des approches et des expressions artistiques utilisées pour créer des expériences visuelles riches et stimulantes pour le spectateur, qui est un point clé pour faire rentrer une œuvre dans la case « aurore vacui ». De la peinture à la sculpture en passant par la photographie et l'architecture, les artistes exploitent habilement cette profusion d'éléments pour susciter des réactions esthétiques et émotionnelles variées, invitant ainsi le spectateur à plonger dans un monde d'abondance et de fascination. De nombreux artistes ont laissé leur empreinte dans l'exploration de l'esthétique de la saturation à travers leurs œuvres, offrant des exemples saisissants de cette approche artistique. Prenons par exemple le tableau Le Jardin des délices du peintre néerlandais Jérôme Bosch, une œuvre emblématique de l'esthétique de la saturation dans la peinture médiévale. Cette toile, réalisée entre 1490 et 1510, est une véritable explosion visuelle où chaque centimètre carré est exploité pour accueillir une multitude de détails fantastiques. Les 3 panneaux du triptyque regorgent de scènes narratives complexes, peuplées de créatures étranges, d'animaux fantastiques et de personnages allégoriques. Le spectateur est plongé dans un monde onirique et mystérieux, où chaque élément contribue à l'atmosphère envoûtante et terrifiante de l'œuvre. De même, les fresques de la chapelle Sixtine réalisées par Michel-Ange sont un autre exemple remarquable de l'esthétique de la saturation dans l'art de la Renaissance italienne. Réalisées entre 1508 et 1512, ces fresques ornent le plafond et les murs de la chapelle papale du Vatican. Chaque centimètre de cet espace sacré est couvert de figures bibliques, de prophètes et de personnages mythologiques, créant une expérience visuelle immersive et époustouflante. Les fresques de Michel-Ange sont un chef-d'œuvre d'anatomie, de mouvement et de perspective, où la profusion d'éléments contribue à l'effet dramatique et majestueux de l'ensemble. L'esthétique de la saturation déploie son impact non seulement dans la création artistique, mais aussi dans la réception et l'expérience du spectateur. Lorsque le spectateur est confronté à une œuvre caractérisée par une profusion d'éléments, cela déclenche toute une gamme d'effets esthétiques et émotionnels, révélant ainsi la puissance de cette approche artistique. Tout d'abord, cette abondance peut susciter un sentiment de fascination, comme dit plus tôt, et d'émerveillement devant la richesse et la complexité de l'œuvre. Le spectateur est captivé par la profusion de détails et de motifs et peut être entraîné dans un voyage visuel où chaque élément offre une nouvelle découverte. Par exemple, en contemplant le Jardin des délices de Jérôme Bosch, le spectateur est happé par les multiples scènes énigmatiques et les innombrables personnages fantastiques qui peuplent la toile.
Cette profusion d'éléments crée une expérience immersive où l'imagination du spectateur est stimulée et sollicitée à chaque instant. Cependant, cette abondance peut également générer une sensation d'oppression et de confusion devant la surcharge sensorielle. Lorsque l'espace visuel est saturé au maximum, le spectateur peut se sentir submergé par la profusion de détails, sans parvenir à saisir l'ensemble de l'œuvre. Ainsi, nous pouvons succomber au syndrome de Stendhal. Dans la littérature, l'abondance peut se retrouver dans la profusion de descriptions, de personnages et d'intrigues complexes, offrant ainsi une expérience narrative dense et immersive. Je pense en particulier à La Maison des Feuilles. Des auteurs comme Marcel Proust avec son monumental À la recherche du temps perdu, ou Gabriel García Márquez avec 100 ans de solitude, explorent l'abondance des détails pour capturer la complexité de la condition humaine. Enfin, dans le cinéma, l'abondance se traduit par une profusion d'images, de sons et de mouvements qui inondent l'écran, créant une expérience cinématographique riche et sensorielle. Des réalisateurs tels que Federico Fellini, débutant sa carrière dans les années 50 avec ses films baroques, ou Baz Luhrmann, avec son esthétique flamboyante des années 90 avec son fabuleux Roméo plus Juliette, explorent l'abondance visuelle pour immerger le spectateur dans des mondes extravagants et envoûtants. L'abondance esthétique peut symboliser la prospérité et la réussite économique. Dans de nombreuses cultures, la représentation de richesses matérielles, telles que l'or, les bijoux et les biens luxueux, est souvent associée à l'idée de succès et de statut social élevé. Ces symboles de richesse sont souvent utilisés pour exprimer la puissance et l'influence des élites sociales ou politiques. Ensuite, l'abondance peut également évoquer des thèmes liés à la fertilité et à la fécondité. Dans de nombreuses traditions religieuses et mythologiques, la représentation d'une profusion de fruits, de fleurs et d'animaux est associée à la notion de fertilité et de cycle de la vie. Ces motifs peuvent être utilisés pour célébrer la générosité de la nature et la capacité de la vie à se renouveler. Cependant, l'abondance peut également être interprétée de manière plus ambiguë, symbolisant la décadence, la vanité et l'excès. Dans certaines œuvres artistiques, la représentation d'une profusion d'éléments peut être utilisée pour critiquer la société de consommation et la recherche effrénée du plaisir matériel. Cette abondance excessive peut être perçue comme un signe de superficialité et de vide intérieur, soulignant les dangers de l'obsession pour la richesse et le luxe. L'abondance, en tant que reflet des valeurs culturelles et sociales, est une notion complexe qui varie selon les contextes historiques et géographiques. Dans certaines cultures, elle est valorisée comme un symbole de réussite, de générosité et de prospérité. Par exemple, dans les sociétés où l'accumulation de richesses est considérée comme un signe de statut social élevé, comme en Occident, l'abondance est souvent associée à la réussite individuelle et à la reconnaissance sociale. Les manifestations visuelles de cette abondance, telles que les grandes demeures luxueuses, les vêtements somptueux et les banquets opulents, sont célébrés comme des symboles de prestige et de pouvoir. Cependant, dans d'autres contextes culturels, l'abondance peut être perçue de manière plus ambiguë, voire critique, comme dit plus tôt. Dans certaines sociétés, une profusion excessive de richesses et de biens matériels peut être interprétée comme le signe d'une société décadente et corrompue, où les valeurs morales et éthiques sont éclipsées par la recherche du profit et du plaisir personnel. Les artistes et les penseurs de ces sociétés peuvent utiliser l'abondance comme un moyen de critiquer les excès de la société et de remettre en question les valeurs établies. L'esthétique de la saturation et de l'abondance est un terrain fertile pour l'exploration des paradoxes intrinsèques qui lui sont associés. D'un côté, elle aspire à remplir chaque recoin disponible d'une profusion d'éléments, offrant ainsi une expérience visuelle riche et immersive. Cette quête incessante du plein crée une sensation de plénitude et de richesse visuelle, où chaque détail contribue à la complexité de l'œuvre. Cependant, cette recherche effrénée de l'abondance peut également conduire à un paradoxe saisissant. Au lieu de combler le vide, l'accumulation des éléments peut parfois renforcer l'impression d'un manque ou d'une absence. Ce vide paradoxal, qui émerge au sein même de la plénitude, remet en question les notions traditionnelles de l'esthétique et de la perception. Ce paradoxe entre plénitude et vide, entre l'excès et le vide, suscite des interrogations profondes sur la nature de l'art et de la réalité. Il invite le spectateur à remettre en question ses propres perceptions et à explorer les limites de la représentation et de la signification. Par exemple, dans une œuvre artistique caractérisée par une profusion d'éléments, le spectateur peut être confronté à une surcharge sensorielle qui brouille les frontières entre le réel et l'illusion, entre la présence et l'absence. Cette expérience paradoxale soulève des questions sur la manière dont nous percevons et interprétons le monde qui nous entoure, remettant en question nos certitudes et nos préconceptions.
En explorant ces paradoxes, l'esthétique de la saturation et de l'abondance offre un terrain d'investigation fertile pour les artistes, les philosophes et les théoriciens de l'art. Elle nous pousse à repenser notre rapport à l'esthétique et à la perception, nous invitant à considérer les multiples facettes de la réalité et de l'expérience humaine. En fin de compte, cette exploration des paradoxes de l'Aurore vacui nous confronte à la complexité et à la richesse de l'art et de la vie, nous incitant à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Au terme de cet épisode de Fragments pour Artefact, nous avons arpenté les couloirs du vide plein, nous avons transcendé notre peur du vide et rencontré notre horreur sourde pour appréhender l'Aurore vacui. En traversant les bâtiments du temps et de l'espace, en découvrant les nébuleuses de riches couleurs et formes, nous avons rempli nos carnets de détails divins, ceux-là même qui façonnent nos complexes identités. L'esthétique de la saturation et de l'abondance, incarnée par l'Aurore vacui, représente bien plus qu'une simple recherche visuelle du plein. Elle est le reflet de notre rapport complexe au monde, de nos aspirations profondes et de nos angoisses existentielles. À travers les âges, cette esthétique a fasciné les artistes et les penseurs, les incitant à explorer les paradoxes de l'existence humaine et les mystères de la représentation artistique. Je vous invite à continuer votre cheminement en allant explorer les lieux où réside l'Aurore vacui. Cela pourrait inspirer vos prochains voyages. Allez donc découvrir la cathédrale Sagrada Familia à Barcelone en Espagne, le Palais des Doges à Venise en Italie, la cathédrale de Cologne à Cologne en Allemagne, le château de Versailles vers Paris en France, la cathédrale de York à York en Angleterre. C'est tout pour cet épisode de Fragments pour Artefact. Merci d'avoir écouté et d'avoir exploré avec moi l'impossible de l'Aurore vacui. N'oubliez pas de partager vos réflexions et à soutenir le podcast sur les réseaux sociaux. Restez connectés pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer les différents fragments qui façonnent l'humanité. En attendant, continuez à vous questionner, à réfléchir et à imaginer l'avenir. C'est une fin de chantier.